avec vous échanger sur la pièce que vous avez étudiée, je l'espère avec beaucoup d'attention, sur les problématiques soulevées par la pièce et peut-être aussi nous donner vraiment vos opinions et pourquoi pas vraiment essayer de lutter contre ce que nous appelons comme discrimination à l'égard de la peur. Toute l'évidence qu'elle peut subir à l'occasion du décès de son mari, comment est-ce que vous pensez, vous croyez remédier? Je sais que chacun de nous fait partie d'une famille. Et dans nos familles, nous avons tous eu des décès. Comment avons-nous géré ces cas? Est-ce que nos comportements sont conformes au texte en vigueur, ou bien nous continuons à nous ennuyer dans les coutumes rétrogrades comme nous avons pu le voir dans la pièce? Chaque panéliste, j'en ai deux ici, va donner son ressenti justement pendant au moins 5 minutes. Après, nous vous passerons la parole et vous pourrez nous poser des questions soit directement par rapport au ressenti de chaque panéliste, soit sur d'autres questions, mais toujours concernant les problèmes relevés dans la pièce que nous avons poursuivie. Et chacun de vous aura 3 minutes pour prendre la parole. Alors les panélistes en auront pour en trouver 2 ou 5. Donc je vais commencer par M. Thomas Duvivier du Conseil consultatif des sages et notabilité traditionnelle. Je crois que c'est un conseil qui est très très concerné par tout ce qui concerne notre coutume. Donc M. Thomas, vous avez la parole, vous avez suivi la pièce. Qu'est-ce que cela vous a inspiré et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à vous? Nous donnons la parole. Merci bien. Nous avons suivi la pièce de théâtre, le classement. Une maltraitance, l'ordre sensible et le. Ça va? Bien, merci Madame Secrétaire. Nous avons poursuivi avec attention la pièce de théâtre en retracement des diverses maltraitances dans son victime. C'est du vécu. C'est du vécu. Vous avez tout suivi ce qui se passe des captations. Les gens ont l'esclave de montrer sur nos us, cultes et traditions. Et c'est à juste titre que le Conseil consultatif de la femme, en même temps avec le ministère de la femme, a eu les idées de mettre en place d'abord le travail et modifié et il y a actuellement sur le chantier. Évidemment, beaucoup de choses restent à faire. Vous voyez, nous sommes au XXIe siècle, c'est maintenant de préparer la loi sur la protection de la veuve et de l'orphelin. Vous voyez, tout cela se détend. Depuis la nuit des temps, et puis on est jusqu'à ce jour. Les habitudes se sont ancrées dans les têtes des gens. Et c'est à juste titre que, et juste pour penseur, Charles Montesquieu disait que les lois doivent correspondre avec les coutumes, traditions et la réalité de la société. Je n'ai pas sous mes yeux le contenu du texte, les caractères de la loi des parades. Je ne peux pas ici apprécier quels sont les différents péchés, mais ce que
c'est une lutte transversale. Ne laissons pas cette non-présence uniquement au Conseil consultatif de la femme et au ministère de la femme. C'est tout le monde qui doit mettre la main à la main pour progressivement enrayer ce que nous ne devons pas. Et je parie que c'est une longue lutte et qui prendra du temps. Mais nous devons prendre le courage de l'annoncer, d'engager le débat et bien sûr discrètement. Vous avez vu les bagarres tout à l'heure que j'ai passées pendant la présentation de la scène, parce qu'il y a des secrets que vous pouvez poser, il n'y a pas de souci. Monter le musée dans toute la qualité, non, vous voyez, il y a des propositions. Voilà l'ambition par rapport à c'est bien que nous devons aussi faire. Nous retenons que la pièce qui a été jouée est bien encore en réalité que nous vivons et le Conseil a dit vers la modernité progressivement. Madame Bouchot, vous êtes magistrate, qu'est-ce que vous pensez? Merci madame. Déjà, félicitations à toute la troupe et à parce que la scène du jeu a eu une résidence de retracée des réalités du Sénat. J'étais très satisfaite de ce qui a été décidé. En ce qui me concerne donc, je réfléchis donc de prendre tout ce qui a été fait ici, parce que la presse a eu le mérite donc de dénoncer les pratiques coutumières, mais également de dénoncer les violences faites à l'égard des femmes. Toutefois, l'exemple de la loi, que dit la loi à ce propos, et donc le statut d'un vœu entre tradition et modernité, est-il une question de complémentarité ou bien de position de contradiction par rapport à ce qui est prévu dans la loi? Donc voilà ce dont nous allons débattre par rapport à vos questions et interrogations. On pourra donc, en tant que juriste, apporter des réflexions sur réponses sur les questions qui sont posées. Merci. Avant de passer la parole à l'assistante, je voulais préciser certaines choses concernant la prise en compte des violences faites aux femmes, aux veuves. Je commencerai par le code de la famille. Je vais demander à Karine de m'apporter un exemplaire du code de la famille. Le code de la famille a le mérite de préciser qu'il ne s'agit pas seulement des veuves, mais de tout ce qui est lié à la succession. Donc, le veuf, tout comme la veuve. Même si les violences contre les veuves sont moins courantes, mais certainement aussi dans certaines familles, les veuves subissent certaines maltraitances. Maintenant, concernant la loi Moubarak, je vais attendre le code pour revenir là-dessus. Concernant la loi Moubarak, je vais vous lire l'article 18. Constitue une violence liée au veuvage et aux successions toute expulsion illégale de la veuve du domicile conjugal ou tout acte visant à exclure des successibles. Nous avons vu dans la pièce qu'à un moment donné, il était question de mettre les veuves dehors. C'est vrai qu'ici, la situation était différente du fait que le domicile familial correspondait en réalité à la maison du père du défunt. Mais il peut arriver, effectivement, à mettre les veuves dehors. Mais le code de la famille nous précise très bien. Je crois qu'on est au niveau des articles 485 et toujours pas le code maintenant. Il est bien précisé qu'en cas de deuil, on ne peut pas expulser du domicile conjugal le veuf ou la veuve. Tenez-vous bien, à certains moments, le domicile familial appartient à l'épouse. Et si c'est le cas, même le mari qui devient veuf,
on ne doit pas l'expulser du domicile conjugal. On est bien à l'article 490, droit au maintien des nus. On ne peut pas l'expulser du domicile familial pendant une durée d'1 an à compter du décès ou jusqu'au règlement amiable de la succession. Ce sont des questions que nous devons bien intérioriser. Très souvent, les hommes, en mettant en avant leur égo, négligent les droits qui sont les leurs quand ils deviennent veufs. Et je continue toujours avec l'article 490, qui est donné aux héritiers la possibilité de reloger le conjoint survivant, donc le veuf ou la veuve, dans l'habitation, en dehors de l'habitation principale, dans les conditions analogues à celles dans lesquelles elle vivait ou il vivait. Donc le principe, c'est que lorsque quelqu'un décède pendant 1 an, on n'a pas le droit de le mettre hors du domicile familial, à moins de le reloger, mais en le mettant vraiment dans les conditions analogues qu'il connaissait du vivant du défunt. Et le dernier alinéa, je vais en parler parce que c'est une question qui nous a été posée lors de nos dernières rencontres du mois de mai. Est-ce que celui qui est maintenu dans le domicile conjugal peut en être sorti en cas d'inconduite? Le code de la famille dit oui. Le conjoint survivant perd le droit au maintien dans les lieux en cas de remariage, d'inconduite notoire ou dans le cas d'existence d'enfants mineurs s'il ne remplit pas son obligation d'entretien et d'éducation à leur égard. Toujours pour ce qui est du domicile familial, il y a une question qui a été soulevée dans la pièce théâtrale. Un des chefs de famille avait dit ma nièce avait contribué à la construction de la maison, donc la parcelle de son beau-père. Et la réponse de la belle famille: soulevez votre maison, partez avec nous. Et la veuve est en train de demander une indemnisation. Que nous dit le droit? Selon le droit, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. En d'autres termes, si je suis propriétaire du sol, je suis propriétaire des habitations qui y sont construites. Mais il est aussi précisé que lorsque j'ai construit sur un terrain qui ne m'appartient pas en réalité, ça peut arriver dans les couples. Le terrain peut même appartenir au mari. Vous êtes marié souvent dans ce régime même de communauté, mais le monsieur avait un terrain avant le mariage, c'est un terrain commun. Et si l'épouse y construit une maison, en cas de divorce ou de règlement de la succession, il faudra tenir compte de l'apport de cette personne, parce qu'elle a donné de la valeur à elle a donné plus de valeur à votre terrain. Donc, dans le cas d'espèce, oui, c'est vrai que les gens sont tellement fâchés, on se dispute. Mais si on va au fond des choses, oui, la famille Kaouda devrait indemniser, donc on calcule la plus-value apportée par cette construction devait indemniser la belle-fille qui était devenue veuve. Dans la pièce, il a été aussi question du lévirat. Le lévirat, qui est cette pratique qui consiste à donner en mariage la sœur de la défunte à un parent du défunt. Et là, nous avons eu le cas, c'est Potopoto qui a été désigné comme successeur de Mokoulou. Et Potopoto a hérité de la femme de Mokoulou. Avant même la loi Mweba, le code de la famille interdit le lévirat
et le soror. Vous n'avez pas le droit d'imposer à une dame d'épouser un de vos parents parce qu'elle était la femme de son père ou de votre oncle. Ce sont des pratiques qui sont interdites par le code de la famille. Et au niveau de la loi préparant à l'article 19, on considère que le délire forcé, le sororat forcé, sont des violences culturelles à l'égard des femmes. Il peut arriver, on a vu avec Foto et Tsoko était d'accord. Elle est d'accord. Le code de la famille dit que les débats interdits. La norme baranougie, c'est le délire forcé qui est interdit. Mais ce sont des pratiques auxquelles il faut faire très attention. Même si la norme baranougie, c'est le délire ou le sororat forcé qui sont interdits. Ce sont des pratiques à éviter au maximum, ne pas dire à bannir. Combien de foyers ont été endeuillés plusieurs fois à cause de ces pratiques? Celui qui est décédé avec une maladie transmissible et ça passe à l'autre. On peut se régler un problème avec la femme du frère qui était décédé et la femme va apporter la maladie encore de la maison, etc. Et la famille est doublement endeuillée. Une autre question que je voulais relever, qui a été soulevée dans la pièce, c'est la question des biens du régime matrimonial. Le défunt avait 3 femmes, mais si ma mémoire est bonne, une seule était mariée légitimement. Mais peu importe, quand on a choisi d'avoir plusieurs femmes, vous ne pouvez pas opter pour le régime de la monogamie. Même si c'est la première fois que vous vous mariez, à partir du moment où vous choisissez la séparation des biens, la séparation des biens, vous pouvez choisir la monogamie, peu important. Mais si vous avez choisi la monogamie, vous ne pouvez pas être ensuite polygame pour prendre une séparation de biens, c'est pas possible. La monogamie et la communauté des biens vont s'impliquer et à ce moment-là, il n'y a pas de place pour une autre épouse. Donc, c'était les principales questions. On sait qu'il y a eu cette question de libération des femmes et des veuves, moyennant encore une certaine somme d'argent. Et je voulais aussi relever un des arguments de la maman du défunt. Lorsqu'elle donne un montant des jugés complété, elle dit combien vous avez demandé lorsque mon fils est venu épouser. Donc, quelque part, on essaie de se l'attraper. Le fils avait donné beaucoup d'argent. Et donc, on dit que la teneur, vous aussi, vous devez nous donner beaucoup d'argent. Il y a une pratique qui est très courante maintenant, mais dans la pièce, cette partie a été sautée dans le fond du temps. Une pratique courante qui consiste à dire, bon, vous allez épouser le cadavre. On n'invite pas ce corps tant que vous n'avez pas épousé, parce que bon, vous êtes marié devant le musée d'état civil, nous n'étions pas au courant. Ou bien, vous êtes marié et il n'y a pas eu de mariage coutumier. À cause de cela, nous ne vous reconnaissons pas comme vos fils. Vous devez épouser ce cadavre. C'est vraiment des pratiques nouvelles qui prennent corps maintenant. Et il faudra certainement qu'on va continuer par en dire plus que je vous laisse la parole. S'il y a des questions, s'il y a des contributions, n'hésitez pas, nous sommes là pour débattre de cette situation de la veuve. Je l'ai dit, le veuve n'est pas toujours pris à l'écart, même si
certainement de son indépendance financière et s'en sort beaucoup mieux que la femme. La femme, même lorsqu'elle a l'indépendance financière, du fait de son statut de femme, on l'oblige généralement à se soumettre. Voilà, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a un autre micro? Prenez ce micro, ça sera le micro banal. Vous pouvez monter. Si c'est une contribution qu'on a fait directement, mais si c'est une question, vous pouvez monter. Vous pouvez la question pour un contrat après, on va tout simplement noter ici. Merci infiniment. J'aimerais d'abord me présenter. Je suis M. Oumar Goma de la dynamique pour femmes africaines. Premièrement, je voudrais remercier toute la troupe théâtrale de ce gros morceau que le personnage a pu donner à l'emploi du public. Ma question est celle-ci. Ça va directement auprès du conseil consultatif des sages. Y a-t-il des conséquences mystiques sur le littérat? Les conséquences mystiques sur le littérat. Merci, j'en ai terminé. Je vous remercie. Bien, merci. Je suis François-Xavier Mahouyan-Foudou, promoteur de l'association Œuvres Notable des Œuvres du Congo, basée à Nord-Dame de la Sanchi. Mais j'ai vraiment des questions à poser, mais la toute première, je voulais savoir en fait la thématique qui nous réunit, on l'a découvert, mais quelle différence faites-vous entre une veuve mariée officiellement à l'état civil et une veuve non mariée à l'état civil? Est-ce que les deux sont des veuves? La question, je la pose, n'est-ce pas, aux trois. En ce moment, nous avons dans la salle le conseil consultatif des sages. Donc, c'est en fait le document de nos traditions, parce que les sages réunis représentent, je ne sais pas, les chefs de famille qui sont. Alors, maintenant, peut-on arriver à éradiquer le phénomène des maltraitances faites aux veuves? Si oui, comment? Et par qui passer? Le Conseil consultatif de la femme, merci beaucoup pour ces initiatives, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête là seulement. Parce que très souvent, nous constatons que c'est quand il y a un événement du genre 23 juin, machin et tout le monde est chaud et après ça s'arrête. Quelle est la suite qui sera donnée à la journée d'aujourd'hui entre la non-mémoire et les veuves et les non-veuves qui sont à compte de l'autorité? Merci. Et je suis Julieta Otengolo, membre de l'association ONGV aussi. Je voudrais d'abord remercier l'initiative et vraiment louer tout ce que le Conseil consultatif a pu faire pour cette journée des veuves. Alors, ma question est de savoir, d'abord, vous avez dit l'article 490, je crois, dans son alinéa 3, dispose qu'en cas d'inconduite, le conjoint survivant devrait libérer le domicile conjugal. Alors, j'aimerais savoir pourquoi il n'en est pas souvent le cas pour les hommes. Est-ce par leur indépendance financière que les hommes se remarient avec et demeurent dans le domicile conjugal avec leur nouvelle conjointe? Merci. Merci beaucoup pour la parole accordée et félicitations pour le conseil consultatif de la femme
qui a organisé ces assises. Et félicitations aussi à la troupe pour le travail là-dessus. Non, je n'ai pas de questions exactement, mais c'est peut-être une contribution. Je me dis que la pièce... Oui, je suis Madame Hubert Clarson Kukakonza, du Conseil consultatif des personnes de droit avec handicap. Ma contribution est celle-ci. La loi Ouebara nous parle du lévirin comme étant une violence faite aux femmes. Et certainement que la pièce, je souhaiterais que la pièce soit publiée pour sensibiliser le plus grand public. Donc je proposerais, si possible, qu'on revoie un peu la fin de notre pièce, en fait, pour que nous soyons un peu plus fixés par rapport à la thématique, donc entre la tradition et la modernité. Et tel que nous avons arrêté, on a comme l'impression que le lévirin peut être considéré comme une bonne pratique, puisque dès que la femme a choisi, la femme a accepté, puis bon, tout est terminé. Je suis M. Borkoussou Dieudonné du Conseil national de dialogue. J'ai suivi avec une attention soutenue la pièce théâtrale qui venait de se produire. Mais la grande leçon que je note, et j'espère que vous conviendrez avec moi, que les violences faites aux femmes dans le déclignant ont principalement pour auteur la femme. Nous voyons comment les belles-sœurs, la belle-mère sont en train de torturer la femme, la veuve. Et à ce moment-là, je crois que les femmes ici présentes devraient se mettre à l'esprit qu'elles font mal à la femme. Et à ce moment-là, des initiatives de ce genre, le Conseil consultatif des femmes devrait les multiplier. L'ignorance est un grand danger. Il y a des femmes qui subissent impuissants ces injustices parce qu'elles sont ignorantes de la loi. Donc il faut davantage vulgariser la loi sur les violences faites aux femmes, les sanctions qu'encourent les auteurs de ces violences-là et les mettre en exécution. Peut-être que progressivement, on pourra réduire les violences faites aux femmes. C'est ça ma contribution. Je n'ai pas de questions à poser, mais je voudrais attirer simplement l'attention des femmes, parce qu'elles font mal à la femme et on a l'impression que c'est l'homme qui torture la femme. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Amétoun Combo du Conseil consultatif de la société civile et des organisations d'environnement. Je fais mienne toutes les observations de mes prédécesseurs et je prends la parole pour dire toutes mes félicitations d'abord au Conseil consultatif de la femme, mais aussi à la troupe qui nous a retracé finalement la réalité que nous vivons au quotidien. Et dire le sentiment, je pense. Je peux vous dire que la pièce a été coupée pour faute de temps, mais si elle se termine effectivement là où elle s'est terminée, on aura toujours le sentiment de croire que les violences que les belles-sœurs font subir aux femmes qui, à un moment donné, ont été consentantes elles-mêmes à l'égard de tout cela, que ce sont des choses normales et que l'on pourrait les accepter dans la mesure du possible. Ce serait bien, si jamais continuité il y a de cette pièce, c'est peut-être introduire quelqu'un qui ferait la synthèse entre la coutume et la modernité pour en tirer la bonne substance qui nous permettrait justement de comprendre que les violences faites aux veuves et aux enfants ne sont pas une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis veuve, mais demain, ça sera la belle-sœur qui me fait subir ces mêmes rites, qui va subir également la même chose.
Je vais peut-être prendre un petit peu de temps pour vous donner livrer une histoire. Il y a une dame, deux sœurs, deux belles-sœurs, qui ont malmené leur belle-sœur lors du décès de leur frère. En tout cas, le jour même que le frère décède, les portes de toutes les chambres sont fermées. Obligation a été faite à la veuve de dormir à même le sol, même pas sur un petit matelas, mais vraiment au sol. Et curieusement, ces belles-sœurs étaient aussi mariées. Donc leur belle-sœur, à leur tour, regardait finalement la scène qu'elle faisait subir à l'autre. Je vous assure qu'une fois que leur frère a été inhumé, il s'est passé pour l'une d'elles juste un mois. Et son mari aussi était décédé. Et ses belles-sœurs, finalement, se sont vengées d'elle, en lui disant: tu as fait subir à l'autre des sévices et nous ferons plus que ce que nous avons fait. Finalement, aujourd'hui c'est mon tour, demain c'est le tour de l'autre. Et la suite, la continuité de cette pièce pourrait nous permettre justement de comprendre cette leçon. Mais aussi souhaiter que cette pièce soit tournée en plusieurs langues. Le français n'est pas toujours accessible à tout le monde. Ce serait bien qu'elle soit tournée dans les langues vernaculaires afin que toutes les cibles puissent être touchées par ce message. Voilà ce que j'avais comme argument. Merci. Je me présente Jean-Paul Lopez, l'un des Nzonzi de l'association des Nzonzi du Poul. Et je voudrais ici également aller dans le même sens que mon prédécesseur. L'actrice principale de tout ce que nous avons suivi, c'est la femme. Quand nous assistons, et vous êtes pris comme un Nzonzi pour régler un contentieux, soit un mariage traditionnel, ce sont les femmes qui boursouflent les listes en mettant par exemple les 7 pagnes, 8 pagnes. Et quand vous regardez également la dot, ce sont les femmes souvent qui imposent les prix très élevés. Lorsque la femme coûte cher, et les belles sœurs vont chercher également à rétorquer ce mal, mais dans plusieurs sens. Tel qu'avait chanté Luambo, Bandeko Yabasi, Balingaka Basi, Bandeko Mibalite. Donc je crois que je pourrais ajouter quelques contributions écrites. Et je crois que même la pièce, vous voyez, le point de chute de la pièce n'a pas donné la lumière sur le code de la famille congolais. Vous voyez, le code de la famille congolais, en principe, ce code-là a justifié, a essayé un peu de mettre les choses au clair. La famille 20%, la femme 30% et les enfants 50%. Je suis Madame Chara Rebecca Mondelegolo Nirubienga. Je suis venue en tant qu'individualité, mais je suis également présidente de l'association Connaissance et Vie. J'interviens ici pour dire que le problème du veuvage est culturel et personnel. Nous avons constaté dans la pièce que les femmes veuves étaient elles-mêmes d'accord des exigences de la belle famille, certaines de ma partie. Et que souvent ce qui arrive, c'est que les veuves, ayant peur de la sorcellerie, lorsqu'elles sont maltraitées, acceptent cela. Et elles ont peur pour leurs enfants en se disant que si je n'accepte pas, les enfants risquent d'avoir des problèmes. Et je voudrais donner une expérience personnelle pour dire que j'ai été veuve et maltraitée et que je n'ai pas accepté cette maltraitance et que j'ai fait valoir mes droits. Après avoir fait valoir mes droits, la belle famille a eu peur parce que je leur avais dit, lorsqu'ils ont dit que je devais sortir de la maison, je leur ai dit, bon, moi je me suis mariée avec ce monsieur, j'étais mineure, mon mari était étudiant et que nous avons travaillé ensemble, nous avons bâti ensemble
que la personne qui a contribué à ce que nous avons fait ici vienne dire combien cette personne a mis dans cette maison. Bon. J'accepte de sortir de cette maison, mais moi et mes enfants, nous allons partir dans la rue. Parce qu'il n'y a plus de place pour moi à Ouété où j'habitais, et ma place est maintenant dans la rue. Et finalement, ils ont pris peur, ils n'ont plus fait sortir de la maison. Je suis restée à la maison avec mes enfants. Ma dernière fille avait 4 ans, je les ai élevés par la grâce de Dieu. Donc les femmes ne devraient pas avoir peur. La lutte libère. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Moi je veux bien dire, est-ce que dans les familles où le père et la mère vivent, les enfants n'ont pas de problème, les enfants ne tombent pas malades? Ce n'est pas parce que votre mari est mort que avec la belle famille qui vous agresse, vous allez avoir peur et que vos enfants vont mourir. Moi, je vous parle, on avait pris les mortiers, on avait pilé les mortiers. Elle va mourir, elle va mourir. Moi, j'avais dit, au nom de Dieu, si moi j'ai participé à ce foyer, je ne mourrai pas. Je suis veuve, j'étais veuve depuis 1992. Et il y a 5 ans, je me suis remariée. Je veux parler aussi à propos de la loi Moué-Bara. C'est bien, nous avons des textes ici, nous avons des lois, mais il faut des textes d'application. Il faut des textes d'application, il faut le suivi également de ces lois. Beaucoup de personnes parlent de cette loi en se disant, mais vous avez perdu votre temps avec les articles qu'il y a, par exemple, l'article que Madame Képi a lu, l'article 18 et l'article 19. Les gens disent, mais vous ne connaissez pas notre société, mais il faut des textes d'application pour que les gens sachent que ça va se faire, que les gens pourront aller en prison. Quand ils verront 1 ou 2 personnes aller en prison, je crois qu'ils auront peur. Les gens auront peur de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais je veux reprendre ce que les autres ont dit. Il faut la vulgarisation des lois et travailler avec les associations, les églises et les écoles, surtout au niveau de l'école. Il faut vulgariser ces lois au niveau de l'école parce que les enfants apprennent vite et quand elles rentrent à la maison, les enfants rentrent à la maison, ils en parlent aux parents. Je suis Madame Dibazéi Alpha, conseillère au conseil consultatif. Dibazéi Alpha, j'aborde dans le même sens que ma grande sœur. Je vais dire ceci. Ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Au quotidien, je dis surtout, nous dans les églises, nous recevons beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins, que nous hébergeons, que nous nourrissons, que nous remettons parfois à l'école. Ma proposition est que nous avons un conseil consultatif de la femme, nous avons un conseil consultatif des sages, mais il serait mieux qu'on fasse aussi un conseil des militaires, des juges, des policiers pour arrêter vraiment ce fléau. C'est là que je décide. Merci. Merci. Merci, Madame la secrétaire permanente. Je suis Madame Philomène Fouti-Soungou. J'ai suivi avec intérêt le théâtre. Et ce que je voudrais faire comme proposition, c'est que le Conseil consultatif de la femme multiplie ce genre d'expérience dans les 12 départements pour aller observer comment sont traitées les femmes au niveau pendant les veuvages, quitte à se fixer un échantillon qui nous permettrait de dégager le maximum de données sur ce que vivent les femmes, département par département, même district par district. Parce que ce qui se passe dans le Niari, ce n'est pas ce qui se passe dans la Iguala, à Ouesso, etc. Même dans le même district, dans certaines familles, les choses sont très différentes. Le théâtre est très bien, mais nous vous demandons, Madame le conseil, Madame la secrétaire permanente,
de faire une étude pour voir les différentes, comment j'appellerais ça, les différentes peines, les différentes souffrances qu'on fait subir aux femmes, et sur cette base, nous prendrons des mesures en tenant compte des lois existantes, tant sur le code de la famille qu'auprès de la loi Nomo-Ebara, et j'aborde dans le même sens que Mme Oudélé, qu'on vulgarise ce texte sur la loi Nomo-Ebara. Parce que quand il y aura des cas précis, des femmes qui seront emprisonnées ou à qui on va taxer, eh bien, je crois que les autres familles auront peur de dire ne faites plus ce que vous avez eu à faire jusqu'au jour. Voilà, Madame la secrétaire permanente, ma proposition à propos de la loi et du théâtre que nous venons de vivre. Je vous remercie. La veuve qui nous naît comme Elisabeth. Je parle parce que je suis presque une femme qui est au feu à cause de ce mot veuve-là. Je suis dans un quartier enclavé d'abord, et je suis dans un quartier où la femme ne donne pas l'importance aux informations. C'est pourquoi j'ai pris la parole ici. J'ai pris la parole parce que j'interviens plusieurs fois dans le cas de veuvage. Mais la femme a peur. Elle a peur au pluriel. La femme a peur de la sorcellerie, même si elle est chrétienne. Vraiment, c'est un travail, peut-être comme ma soeur a dit, il faut utiliser la police et les militaires pour ce problème-là. Pour que la femme puisse se ressaisir. On a peur, on a peur, on a peur. Donc, le travail que l'État doit faire est le conseil consultatif de la femme. Je crois que c'est d'abord faire un lavage de cerveau à la femme. Et spirituellement et avec l'État. Pour qu'on puisse arriver à maîtriser ou bien à inculquer à la femme ses droits qu'elle va accepter à bon cœur. Merci. Chaque palier actue en effet des mesures qui le concernent directement. Et pour les autres, je vous mets les réponses. Merci, madame. En fait, il y a eu beaucoup plus d'évolution collective. La PS générale nous a signifié et de l'aucun. Moi, je m'appelle la question de l'évolution complémentaire. Et une question a été spécifiquement posée pour le consultatif des sages et de la vie concernant les conséquences inhérentes à l'octroi des droits de succession à la veuve. Est-ce que ça peut affecter la sorcellerie? Ma soeur, madame Nicolas, a déjà annoncé la réponse. Au fond, là-bas, la ministre également a exploré la réponse. Vous voyez, la peur bleue tue. Nous devons prendre le courage de m'adresser spécifiquement aux femmes qui sont porteurs de ce que là. Vous voyez, dans tout le long du théâtre, et la femme est active, c'est qui, comment vous pouvez, et la femme est l'homme est plus fait. Voilà. Et une femme à travers le ministère, la femme, le conseil de la femme, de mettre un peu d'eau dans leur verre et de tenir compte des avertissements de notre penseur français, il faille aller progressivement. Pas brutalement, parce que lorsque j'entends certaines voix évoquer l'intervention musclée de la police et de la gendarmerie, ça ne peut pas être comme ça. Nous sommes des Congolais. La sorcellerie existe. Est-ce que j'étais au mauvais sort? Ça arrive. Mais il ne faut pas y croire, il ne faut pas. Il ne faut pas baisser la carte. Donc, je disais qu'il faut être prudent dans tout ce que nous aurons à faire.
différence entre, s'il faut être strict, dans le sens stricto sensu, au regard de la loi, donc du Code de la famille de 1984, à le statut de veuve en tant que tel que la femme ou de veuve, la femme qui a eu à contracter mariage devant l'officier d'état civil. Conformément donc à l'article 127 du Code de la famille, où on décrit le mariage comme étant, on définit le mariage comme étant l'acte public par lequel un homme et une femme scellent une union légale et durable. Toujours dans ce cadre-là, le statut de veuve en tant que tel au regard de l'article 179 est acquis donc à l'issue du décès du conjoint, de l'époux. Mais il faut dire que le statut de veuve, si on peut dire l'ato sensu, puisqu'il s'agit là, si j'ai bien compris, du mariage coutumier. La personne voulait donc savoir si la personne qui est mariée coutumière et non pouvait être aussi considérée comme veuve. On ne peut pas oublier que nous avons une tradition, mais malheureusement la différence en est qu'en ce qui concerne donc le mariage coutumier, nous n'avons pas légiféré dessus. Il n'y a pas d'effet juridique malheureusement. On peut vivre avec un monsieur pendant 30 ans, c'est vrai qu'il vous a adopté, mais une fois qu'il s'en va, on ne pourrait pas devant les juridictions se présenter ou solliciter soit la dissolution du régime matrimonial ou encore de la communauté ayant existé entre vous. Cela n'existe que dans le cadre du mariage officiel. Voilà pourquoi au regard de ce vide, c'est aussi l'occasion ici de susciter qu'on puisse légiférer en la matière, puisqu'il y a des pays qui ont déjà emboîté le pas tel que le Gabon, pour éviter que des femmes qui sont restées avec des messieurs pendant 30 ans sur un mariage, par contre d'un mariage coutumier, elles en sortent bras ballants, en dépit donc des enfants peut-être qu'ils pourront hériter et bénéficier de quelque chose. Donc si on peut dire, voilà un peu l'approche que je peux donner par rapport à cette question, c'est le fait que celle qui est mariée légitimement, donc officiellement devant l'officier d'état civil, va se voir donc des effets juridiques vont découler de cette union. Malheureusement, celle qui est mariée coutumièrement ne pourrait pas se prévaloir d'effets juridiques de ce mariage. Et si on peut être strict dans le langage, le statut de veuve ne peut découler que du mariage et suite donc au décès de l'époux, on est appelé, si on est strict. En considération donc de nos coutumes, la sensu, on peut dire également que celle qui est mariée coutumièrement et veuve du fait du décès de son époux. Toujours dans cette perspective, on nous a posé la question de savoir peut-on éradiquer les maltraitances faites aux veuves. On comprend que, comme l'a si bien dit madame, d'entrée de jeu, il y a des interdictions qui ont été posées par le Code de la famille de 1984, qui fait par ailleurs référence au Code pénal dans la répression de certains comportements. Mais nous avons le bonheur aujourd'hui d'avoir la loi Mouébara, donc la loi 19-2022, du 4 mai 2022, qui est venue ici faire un distinguo, mais ouvrir aussi une brèche en parlant de violence culturelle, en parlant de violence faite à la veuve et à la succession. L'article 60 de la même loi a prévu des sanctions par rapport à certains comportements et des peines qui vont donc, si j'ai bonne mémoire, de 500 à 5 millions et des peines d'emprisonnement qui vont de 2 ans à 5 ans. Quand par exemple des personnes se comportent mal à l'égard de la veuve, à l'égard donc de celles qui ont lui infligeant certaines maltraitances ou en la conduisant à un évirage forcé. On peut regarder l'article 160, c'est à nous maintenant de nous imprégner et de pouvoir nous en prévaloir devant les juridictions. On a parlé de texte d'application. Je pense que relativement à la loi Mouébara, il y a un texte d'application, un décret d'application qui est là. Cela dit, dès lors qu'elle est promulguée, on peut s'en prévaloir, on peut aller devant les juridictions aujourd'hui. Comme droit qui est prévu, bien, le droit qui est prévu soit reconnu devant les juridictions. Que vous venez donc en portant vos parties devant les juridictions, on vous prévalent les droits, pour que le juge puisse appuyer sur le bien, on va le formuler devant votre demande. En ce qui concerne donc la loi Mouébara et comment donc bien ça on a fait. Pour l'orphelin, sans me tromper, nous avons la loi Coutinho de 2010. Donc il faut protection de l'enfant. C'est vrai que l'enfant est sans mineur, il ne peut pas venir devant les juridictions pour enquêter patient, mais dès lors qu'il y a un patient qui est là, on peut l'accompagner. Ça veut dire que le Congo a assez de différents à la rivière.
Je pense que dans la proposition, nous pourrait donner la norme aussi à appliquer. Ça s'appelle la distinction en parlant de ça, ça s'arrête là. Selon la on peut s'appliquer à tout. La deuxième façon, la motivation par l'intensité des droits de même genre, les conjoints aujourd'hui. On sait également à travers le droit de la famille, non respect de la famille. Et je vois le monde dans notre tradition, dans notre façon de faire, c'est la femme qui dit chez elle et qui rejoint son époux. Selon les cas, donc, on ne saurait demander à ce monsieur, une fois qu'il a demandé à sa femme de le rejoindre là où il est, une fois qu'elle part, on ne pourrait pas demander à ce monsieur de quitter le domicile conjugal. Parce que simplement, on pense qu'à la base, l'acte de propriété devait consommer. Il a dit bien avant, peut-être ensemble, là encore, selon les modalités d'acquisition et autres, on verra comment la situation pourrait se faire. Mais s'il est admis que chez nous, quand on fait un mariage, c'est madame qui rejoint monsieur, cela sous-entend que les lieux appartiennent. Une fois si le destin est décidé qu'on a décidé que madame s'en aille, on ne pourrait pas demander à ce monsieur de quitter les lieux. Nous devons retenir que la loi s'applique erga omnes. Ça veut dire que si nous sommes dans le cas où c'est madame qui a créé monsieur, avec le monde du temps, il faudrait bien que ce monsieur, s'il a décidé de se remarier, il devrait bien quitter les lieux si la parcelle appartient à madame. Donc voilà un peu la proposition que vous pouvez donner par rapport à ces situations. Nous poursuivons donc avec monsieur, j'ai pas oublié les noms, la dot. Monsieur, j'ai senti comprendre, sauf si c'est une mauvaise compréhension de ma part, la dot semble être perçue comme une compensation. J'ai l'impression que c'est ça, c'est comme si on achetait une femme ou on achetait un monsieur. Une dame, excusez-moi. Conformément à l'article 140, c'est vrai que nos textes sont vétustes, il est bien écrit et mentionné que la dot a un caractère symbolique. On ne vend pas la personne, c'est un symbole qui est fait. Bon, aujourd'hui encore, on décrit le fait que depuis 1984, nous sommes restés à 50 000 francs pour la dot, mais on ne doit pas percevoir la dot comme, disons, un montant qu'on paye pour l'acquisition d'une femme. C'est vrai que la perception traditionnelle en est tout autre, mais il faut retenir que pour le législateur, c'est un symbole. Au regard sur comment il a pris en compte nos traditions et tout ce qui se passe. Je sais également souligner le fait qu'il nous a donné tous les biens. Nous avons soit fait sur le partage, c'est une partie proche de la famille, où on parle de 30% pour la dame, 50% pour les enfants et 20% pour le reste de la famille. J'espère qu'il ne s'agit pas là de partage de bien dans le mais évoquer tout à l'heure quand vous posez la question, parce que je crois que selon les régimes matrimoniaux et selon les options et autres, le partage se fait entre vous. Par exemple, dans le crime de la séparation des biens, chacun de les époux à la gestion en tant que telle et l'administration de ses biens. Mais différemment du cas où on est dans une communauté conventionnelle, une communauté aussi consacrée, cette disposition-là, dans l'article 486, il faut bien la lire. Il s'agit donc d'une part du capital des faits. Donc, on revient à la dame, 50% de l'enfant et 20% au reste de la famille. Il ne s'agit pas là du partage de la communauté. Il faudrait donc faire attention à cette disposition qui démontre que l'article 486 du Code de la famille. Monsieur, vous avez bien mentionné les dispositions qui ont proposé dans son contraire. Ici, après le ministère, n'a rien perçu, donc rien n'est séparé. J'aimerais souligner que là encore, le législateur préférait l'article 462, où on parle des héritiers successifs, on parle des ascendants, on parle des descendants, on parle de population. On prend en compte toutes ces catégories de personnes-là, ou bien ces genres de sociologie, parce que les parents qui sont encore là, vont hériter de leur nom. Si les descendants, ils présentent des enfants, les petits et autres vont hériter également. Pourquoi les sœurs vont hériter? Donc, on pourrait bâtir des enfants par le nom de la loi qui va là. Mais la loi qui va là, c'est donc les successifs, donc bien les ascendants, et les relations. De manière simple, c'est des choses pour hériter en ce qui concerne cela. Une dernière question.
pour pouvoir en faire face à cette situation. Mais tout ce que je voudrais dire ici, c'est dans la PD, c'est tout à fait que vous êtes officiellement mariés pour le stade civil. Mesdames, messieurs, une fois que l'on voit encore tous les partis, la force de l'auteur c'est que vous faites des réflexions pour se livrer dans la dissolution du régime national, mais également le partage de la communauté. Selon les régimes, là où nous avons souvent certaines situations, madame, sur l'arbre, il est souvent écrit communauté des biens. Et quand les gens arrivent devant vous, une fois que vous tranchez bien, que vous discutez de la question, ils disent que non, nous on est mariés sur la communauté des biens. Ça veut dire que quand il est parti, tout m'appartient. Mais souvent, à cela, je ne sais pas, le conseil de père civil aussi doit faire attention, parce que le législateur parle de contrat réel. Il faut qu'il y ait un contrat pour qu'on puisse considérer en tant que la communauté universelle. Quand vous arrivez devant nous, vous avez la communauté des biens, c'est bien marqué sur le papier. Mais au regard de la loi, on a ce qui compte pas. Nous sommes obligés de requalifier ça en communauté locale. Parce que les gens, quand ils arrivent sur la communauté, certains de ce qu'on va lui donner tout ce qu'il faut. Mais alors qu'il faut bien lire la loi, on parle de contrat. Nécessité d'un contrat préalable. Ça peut se faire devant un notaire, ou bien vous pouvez faire son enfant et dit quand vous arrivez devant l'officier de l'état civil, vous ne faites que là. Entériner tout ce qui a été marqué et la communauté universelle vous est appliquée. Sinon, à défaut, on vous applique la communauté au but de cela signifie qu'on va prendre en compte que les biens que vous avez acquis à compter du mariage, donc les acquis que vous avez acquis à compter du mariage, à l'exception des libéralités, donc les dons, les donations, sinon que bien que vous avez avec votre papier communauté des biens, nous on regarde, il y a la source du contrat. On requalifie en communauté le plus de salaire, ce qui dit qu'on va partager la communauté à qui a posté du mariage. Donc voilà les approches de réponse que je pouvais donner par rapport au public. Je vous remercie, madame, je crois qu'elle a répondu à l'ensemble des questions. Je voulais tout simplement revenir sur cette recommandation qui est de faire de la vulgarisation de l'ensemble des départements. C'est vrai que dans notre programme d'activité, nous avons déjà commencé. Pour compléter, madame Soto, je voulais revenir sur cette question de répartition des biens. Parce que très souvent, on oublie que lorsque un couple qui était marié sous un régime de communauté maternelle, la participation l'a bien relevé. Il y a un problème avec les officiers d'état civil. Lorsqu'au niveau, au moment du mariage, on vous parle de communauté des biens, ça ne peut être possible que lorsqu'il y a au préalable un contrat de mariage. Il faut un contrat de mariage pour opter selon le régime de la communauté des biens, en d'autres termes, la communauté universelle. Et tous ceux qui viennent vous dire nous sommes mariés sur le régime de la communauté des biens, sans un contrat, et la raison de dire nous le qualifions en communauté église de consacrée. Il est donc important qu'il y a un décès. Le mariage existe par le décès de l'un des époux. Si les deux étaient mariés sous un régime, en cas de communauté, sous un régime de communauté, il est indispensable de penser à liquider le régime patrimonial. On liquide. On regarde à toutes les dettes, toutes les dépenses comprises sous obsèques. Et la part qui revient à chaque vie. Donc le survivant a une part. Et l'autre part aurait pu revenir au conjoint précédé par sa part. Et lorsque nous parlons de droit du conjoint survivant, les droits ne portent pas seulement sur la part de la vie de la communauté, mais il exerce des droits sur l'autre part, sur la succession. Les parents, selon les catégories, viennent à la succession, mais une catégorie en exclut l'autre. Il n'y a jamais plus de deux catégories à la fois. Donc si celui qui est décédé a laissé
c'est père, mère, bien un papa, une maman, plus les frères et les sœurs et les enfants. On va dire bien à la succession, les enfants au milieu, et ensuite papa ou maman. Mais pas les frères, parce que papa et maman sont vivants. Mais si un des parents seulement, un des ascendants est vivant, à ce moment seulement, les représentants des autres états vont monter à la place de leur frère et sœur qui est le décédé. Mais les madame la magistrate, les autres parents ne sont pas mis de côté. Mais si ce n'est pas votre ordre qui est appelé à la succession, vous n'allez pas vous faire. Si c'est papa et maman qui sont appelés à la succession, vous allez les écouter à papa et maman. Et elle a bien fait de qualifier aussi ce qui concerne les dispositions de l'article 486. Donc il ne faut pas confondre la pension, le capital des rentes et les biens successoraux plus globalement. Bon, maintenant, il faudrait peut-être, comme l'a suggéré aussi, penser à faire ce travail dans nos normes verbalières. Vous avez raison. Il a aussi été déploré qu'il n'y ait pas eu une chute qui montre qu'il y a des pratiques néfastes qu'il convient de condamner. Je crois que les pauvres acteurs ont été pressés par le temps. C'est une pièce qui se joue pendant à peu près 2h30. Nous lui ferons faire des coups, mais nous prenons cela en ligne de compte pour qu'effectivement, à la fin, il y ait toujours au moins un narrateur, une narratrice qui puisse montrer quels sont ces effets néfastes et qui est stigmatisé. Je crois que nous n'avons plus d'autres préoccupations. Tout a été pris en compte. Et c'est une question à laquelle on n'a pas répondu. Monsieur Képi, est-ce que nous avons encore un petit temps pour passer le micro à 3 personnes qui l'avaient demandé? Il est par rapport à l'horaire qui était prévu. Il est prévu, c'est vrai que nous avons démarré avec pas mal de retard. Il était prévu que l'on termine à 14h30, il sera bientôt 15h. La suggestion que je pourrais vous faire, ce serait que l'on fasse circuler des feuilles pour que les questions complémentaires nous parviennent, même de manière manuscrite, sachant également qu'on a donné des flyers aux différentes participantes et qu'elles ont nos contacts numériques pour pouvoir revenir vers nous. D'accord. Alors, il nous reste qu'à vous remercier pour votre participation. C'est une première expérience avec vous, c'est sûr, mais ce n'est pas la dernière. Nous allons continuer à faire ensemble cette vulgarisation. Nous sommes le Conseil consultatif de la femme. À côté de moi, nous avons un représentant du Conseil consultatif des sages et de l'activité traditionnelle, et nous avons quelqu'un qui applique la loi au quotidien, une magistrate. Retenons tous que le combat ne sera gagné que si tous ensemble nous y mettons du temps. Les mêmes femmes, nous avons entendu tout à l'heure Madame Amaïkou qui en a parlé, les mêmes femmes qui usent de violence à l'encontre des autres femmes, parfois oublient qu'elles sont elles, ces femmes. Et ce que Madame Adéka vous a rappelé comme fait, moi j'en ai déjà entendu parler aussi de mon côté. Vous faites mal à l'autre, mais à un moment donné, vous aussi, vous allez subir la même chose. Mais l'histoire qui m'a été rapportée, c'est que le monsieur a suivi comment sa femme a maltraité les belles sœurs. Et après le deuil, quand elle est venue à la maison, monsieur lui a dit tout simplement, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Puisque tu as hérité de chez ton frère, vas-y, tu n'es plus dans ma maison. Donc c'est un problème important. Nous retenons aussi que nous n'avons pas à avoir peur de dénoncer. Madame le Gouvernement, elle a été veuve pendant plusieurs années, avec des enfants en bas âge. Mais ne pas se laisser intimider. Le sage aussi nous l'a dit, le représentant du Conseil des sages nous l'a dit. Si on se laisse intimider, on ne pourra jamais faire valoir nos droits. Seul l'adulte libère. Merci pour vos
de nous donner vos impressions. Je vois que chacun de vous a pu avoir le formulaire. N'oubliez pas de le remplir. Merci et à bientôt. Et l'article 799 parle du caractère facultatif du port du deuil. Facultatif. Et donc, il dit à la mort de l'un des conjoints, l'époux survivant peut porter un deuil dont la durée ne saurait excéder 1 an. Parce que pendant longtemps, les veuves portaient un deuil, parfois même de plus de 3 ans. Mais le code dit la durée ne peut pas excéder 1 an. L'époux séparait le corps avec le défunt de peut-être astreint au corps du deuil. Et dans la pièce, nous avons vu, il y avait une des dames, ça fait 2 ans que je n'étais pas avec le monsieur, séparé le fait. Parce que séparer le corps, c'est passé par le tribunal. Séparer le fait. Et on l'oblige à porter le deuil. Le corps du deuil est facultatif. Et puis l'article 800, les rites coutumiers de deuil sont volontaires, ils ne peuvent être imposés aux veufs, à la veuve. Et on l'a vu aussi dans la pièce. Malheureusement, lorsque les parents disent bon, vous pouvez partir, et tout le monde est toujours dit non, on peut y aller, à la veuve, un dernier article sur lequel je voulais revenir. Article 806. À la mort de son mari, la veuve n'est pas obligée d'épouser l'un des membres de sa famille. Elle peut se remarier avec l'homme de son choix, avant d'avoir respecté le délai, bien sûr, à l'article 192. C'est le délai de fluidité pour s'assurer et ne répond pas d'une grossesse de celui qui vient de partir. Il faut attendre au moins 1 an avant de se remarier. Et concernant la maison, madame, l'agissant familial, si la maison appartient du corps, c'est pourquoi je demandais de sortir. Et si c'est une maison commune qui appartient à la communauté, on va donc avoir séparé l'article 490 comme métier dans les deux, jusqu'à ce que la succession soit Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre activité. Permettez-moi de vous remercier encore une fois. Donc, s'il y a des questions supplémentaires, nous allons faire circuler des feuilles sur lesquelles vous inscrirez vos informations et les questions que vous avez à poser. Ou encore, vous pouvez nous contacter, vos adresses inscrites sur le flyer que vous avez reçu, à l'arrière du flyer. Donc là, Madame la SE, Madame la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, nous annonçons son départ.